Bonsoir à tous. Je pense qu'on peut commencer ce webinaire doucement avec tout d'abord le plaisir d'accueillir Michael Clarius que je vais présenter après et également Elliot Sapé-Marinier, Elvire Servien et Sébastien Lustig qui va nous rejoindre en cours de route de ce webinaire. Donc tout d'abord, bonne soirée à tous et le temps que tout le monde se connecte, eh bien, on peut débuter peut-être avec ces quelques questions sur votre activité prothétique. Alors, ici, vous avez un petit sondage que je vous invite à utiliser et savoir un petit peu combien de prothèses totales de genoux vous réalisez chaque année. Plus de 150, donc grosse activité, 50, entre 50 et 150, moins de 50 procédures par an, rarement donc moins de 10 ou jamais vous n'êtes pas poseur de prothèses. Voilà, je vous laisse un peu répondre. On a la chance d'avoir ici dans ce webinaire que des gros poseurs de prothèses. Et Mickaël a aussi une expérience énorme sur la chirurgie prothétique. Voilà, donc vous voyez, c'est plutôt bien réparti. 21% quand même de gros poseurs de prothèses totales de genoux. Et puis pas mal de monde également utilisateurs de prothèses totales. Alors je passe à la technique de pose classiquement que vous utilisez, donc dans la plus grande... la majorité des cas. Est-ce que vous utilisez un ancillaire mécanique? Est-ce que vous utilisez la robotique avec imagerie? La robotique sans imagerie? La navigation? Les guides sur mesure? Michael, I don't know if you understand French, but what is your favorite technique? Favorite technique? What do you use for TK? Yeah. I understand. I can't speak it, but I understand it. So like the majority, you use mechanical conventional guide. That's it? Ok. Ensuite, quelle est la fixation préférentielle que vous utilisez? Et là, on parle du tibia et du fémur. Est-ce que vous cimentez les deux composants? Est-ce que vous utilisez des composants tous en ciment? Est-ce que vous utilisez un fémur sans ciment et un tibia cimenté? Ou à l'inverse, ce qui à mon avis est plus rare, un fémur cimenté et un tibia sans ciment? Voilà, majorité de 50% de cimentation. Et puis après, c'est réparti entre 25% de sans ciment, 25% d'hybride et très peu, bien sûr, d'hybride inversé, on pourrait dire, donc de fémur cimenté, de tibia sans ciment. Ensuite, quelle est la fixation que vous utilisez pour la rotule quand vous la resurfacez? Voilà, majorité d'implants cimentés. Quand même 15% de personnes qui ne cimentent pas la rotule, qui utilisent des implants sans ciment. Ensuite, pour finir, quel moyen de stabilisation utilisez-vous dans la majorité des cas, celui que vous allez utiliser préférentiellement? Est-ce que vous utilisez des prothèses postéro-stabilisées, ultra congruentes, sans conservation du croisé LCP, avec conservation ou médial pivot? Michael, which one do you prefer? More and more the medial pivot one. Okay. So Great. I do mechanical alignment, but also but also the medial pivot one according to the technique of the one who you can say in French. Stephen Howell. No, I've learned it from Stephen Howell. So kinematic alignment according to the technique, measured resection from Stephen Howell. Okay. So caliper technique. I'm now 50%. And cemented implant, I guess. Yes. 100%. So far. Okay. So great. So le programme de ce soir, on aura tout d'abord le plaisir d'avoir Michael Clarius qui va nous parler de la technique de cimentation qui est essentielle. Ensuite, j'aurai le plaisir de présenter cette étude prospective randomisée qui a été réalisée à la Croix-Rousse et qui était ma thèse initialement.
Ensuite, Elliot Sapé-Marinier nous parlera de pourquoi il continue de cimenter ses implants. Elvire, tu nous parleras de ton passage au sans ciment et pourquoi. Et ensuite, Sébastien nous parlera de la rotule sans ciment. Est-ce une innovation ou une hérésie? Et ensuite, on aura un peu de discussion et de débat interactif. Je voulais remercier vraiment Michael pour sa présence. C'est un grand expert européen de la prothèse, et très utilisateur. Il travaille près de Stuttgart, il est professeur. Et donc, il va nous parler tout de suite de sa technique de cimentation, la technique et les trucs et astuces et les erreurs. Michael, it's your turn now. Thank you so much. Thank you. It's a great honor and great pleasure to present tonight. Unfortunately, I'm not able to present in French because my French is so bad. And I'm pretty sure you will understand my German English. I would like to start with a slide I already got from the German Register about the results of 2025, where we compared our German results to different other countries. And in Germany, at least 97%, as well as in England, Netherlands, and Sweden, of our knee implants are cemented. But of course, there is upcoming interest in the US and also in Australia for cementless implants. When we compare cemented to cementless implants, we need to know that the result of a cemented implant is highly dependent on the surgeon and his cementation technique. So let's talk about the cementation technique, because the most common cause of failure of a cemented implant and the reason for revision is still loosening. And we really know from the hip part that the better we cement, the better the long-term data is in the registers. And you see here the Swedish register shows with the first generation cementing technique, you will get results like this. If you do it the second generation cementing technique, you will get a curve like this. And once you do the third generation of cementing technique, you will have much better results. So the result of a cemented implant is highly dependent on the surgeon and his technique. So let's see what our colleagues do. These are all videos that I saw in YouTube, and you see here he picked up some cement and applied it on the bone. Look at him, the way he cleaned the cancellous bone, and he applies the cement with a spoon. And here it is shown how the cement is mixed in a can and applied with a spoon. And look at the next video. You see there is still blood on the cement when the implant is implanted onto the cement. So this is not a good technique, and due to this cementation, the results won't be good. So all these videos make clear that we need to have a plan, that we need to have a cementation technique that provides reproducible and long-term data. So the first thing we should know is that we face two different interfaces. The one interface from bone to bone cement, which is the most important interface. And then we have an interface between bone cement and implant. This is different to the cementless application, of course, where you only have one interface. And this is a message we already got more than 60 years ago from Sir John Shanley, who invented cementation in the orthopedic world. Cement is not a glue, is not able to fix the implant. Cement is a shock absorber, is a material where the load and the shear forces are transferred from the implant, from the hard implant to the soft bone. So this is
is kind of a shock absorber. It's not a glue. So we need to know the properties of our bone cement and how we mix the bone cement. Please don't do it like this. It's a high risk that you perforate your gloves, that you have a bad result. Don't take a spoon to mix your bone cement, because there will be air bubbles in the cement, and this will cause damage to the mechanical strength of the bone cement itself. Don't do it like this. So how should we mix cement in our days? Please apply the cement or mix the cement with a vacuum mixing system, a closed one, because this one reduces air bubbles in the cement and therefore the porosity of bone cement. It provides a homogeneous bone cement and therefore increase the strength of the material. And of course, it minimizes the monomer upsursion during the mixing process that might provoke allergies in our team. So these modern vacuum systems are available in pre-packed systems. You have no monomer swell during the mixing process, no antibiotic powder in the air, no contact during the mixing process with gloves and during the application. There is no risk for injury when you break the ampulla, and it's really easy to use. So what is our goal when we cement implants? The goal of our cementation is to stiffen the cancellous bone. Bone cement, just like the free climber on the right-hand side, needs gaps, needs edges, needs places where it finds support. So when we see bones of sclerotic bone, we need to open this sclerosis in order to allow the bone cement to penetrate into the cancellous bone, because when you stiffen the cancellous bone, the mechanical strength is increased. The solution is to drill holes into this. So as you see here, there is just a placeholder. There is no real contact between the implant and the bone. We need to have bone cement penetration into the cancellous bone. So whenever you have these zones of sclerosis, you need to open it with these drill holes so that the bone cement is able to penetrate into the cancellous bone behind. And then you will have a durable result over time. You see here in a unicompartmental knee, there is always a little bit of sclerotic bone that needs to be penetrated, that the bone cement can penetrate into cancellous bone and can stiffen out this cancellous bone. So next step of the cementation is, when you drill the holes, you need to clean the bone bed to take away the debris, the bone marrow, the fat, and the blood cells. It should look like this when you clean the bone afterwards. Why that? Because we know with the pulsatile jet lavage, this leads to increased mechanical strength, because the bone cement is able to penetrate deep into the cancellous bone. And the jet lavage is far superior to normal syringe lavage. There is no additional effect using brushes. Please use the pulsatile lavage in order to strengthen the bone cement interface. We examined that in unicompartmental knees. We did a left and right comparison between knees, applied syringe lavage, same amount of fluid on the left side and the pulsatile lavage on the right side. And you see here the clinical result on the left-hand side, syringe lavage, after lavage, same amount of fluid. And you see here the result after
pulsatile lavage, there is a significant result difference between those two measures, and you see it simply by looking at it. And when you apply the same amount of pressure, you will see that the simple use of jet lavage will increase your bone cement penetration of about 30%, which is really essential, simple by using the pulsatile lavage. And same is on the femur side. The simple use of jet lavage will increase your bone cementation penetration of about 30%. So once you cleaned the bone with fluid, with saline, you need to dry the bone. Otherwise, the cancellous bone is filled with your fluid, with your saline solution. So you need to clean it, put a swab on it, and clap on it. And if you clap on it, the effect of the swab will be increased. So clap on it. So the question is, after we cleaned the bone, how much cement penetration do we need? It's clear that 1 millimeter is not enough. Also 2 millimeter will have increased loosening rates. So there is a bit of discussion between 2 and 3 millimeters, but 3 millimeters you are on the safe side. So please aim for a stable fixation and the bone cement penetration of 3 up to 5 millimeters. More than 5 millimeters might cause a heat necrosis during the polymerization process. So the optimum is 3 to 5 millimeter bone cement penetration in the bone. And this is the recommended cementation technique. So once you did your bone cuts, please clean the bone with pulsatile lavage, put a swab on it and clap on it, and you will see you have a perfect bone bed where you can apply your vacuum mixed bone cement. Once you applied the bone cement, you need to pressurize the bone cement into the cancellous bone. Put your finger on it or use a device to pressurize the bone. Dry this bone cement, and immediately after mixing, you should load the bone cement onto the cemented component in order to have a strong interface also between implant and bone cement. Allow the bone cement to penetrate, so please use gentle but constant pressure. Same on the femur side, put cement into the holes, put cement in the cancellous bone, and of course, on the backside of the femoral component, apply it, and this is a perfect cementation technique. So I'd like to summarize. Put drill holes into sclerotic zones of the bone. Clean the cancellous bone with pulsatile jet lavage, which is, in my eyes, a mandatory procedure. Then dry the bone before the cementation process. Pressurize the bone cement into the cancellous bone. Then dry the cement surface. You need to put cement on the component in order to get the strong bonding between the bone cement and the component. And then please let the cement cure. If you applied it on the femur and on the tibia, extend the knee and leave it, because the cement needs to penetrate, and there is a need for time that it allowed to penetrate. And then you can remove it. Don't move the leg during the polymerization process, because this might cause damage to the interface between bone cement and implant. So that's it. Pretty simple, but very effective. Thank you, Michael. Very nice presentation. It's very nice to see your technique. I'm sure we do a lot of mistake
during this step. I do the same. I do many mistakes, I think. So very nice. So we will discuss after at the end. You probably use cementless implants. You will see, perhaps hybrid. But so I will talk about my study I did. I will do it in French. Donc c'était cette étude-là qui a été faite à l'hôpital de la Croix-Rousse et qui était en fait l'objet de ma thèse et qui a fait l'objet de plusieurs publications. Et on trouvait ça intéressant de remontrer un petit peu cette étude et de discuter à propos de ces implants hybrides. Alors, en introduction, vous savez bien que la fixation cimentée, c'est le gold standard dans la littérature. Mais d'un autre côté, les fixations sans ciment présentent de bons résultats. Il y a plusieurs études déjà depuis plus d'une vingtaine d'années qui ont montré de bons résultats. Mais le problème est souvent au niveau de la fixation tibiale. Et la fixation hybride, c'est-à-dire un implant sans ciment et un implant tibial cimenté, peut paraître une bonne solution. Donc, c'était un petit peu l'objet de cette étude qui a été lancée par Elvire et le professeur Néret en 2004 à l'hôpital de la Croix-Rousse. Et c'était une étude prospective randomisée. Il n'y avait pas à l'époque d'études prospectives randomisées existantes dans la littérature sur ces implants hybrides versus cimentés. Et donc, c'est là que cette étude a été réalisée. Alors, c'est une étude de niveau 1, monocentrique, et l'inclusion des patients a eu lieu en 2004-2005. On avait d'ailleurs également publié dans le JBJS américain les résultats à propos des pertes sanguines, comme quoi il n'y avait pas de différence entre les deux techniques, car à l'époque, certaines études montraient que les implants sans ciment saignaient plus que les implants cimentés. Et finalement, nous n'avions pas retrouvé de différence dans cette étude. Les critères d'inclusion étaient très classiques, un âge compris entre 50 et 90 ans, des patients avec arthrose ou chondrocalcinose. Et les critères d'exclusion étaient la raideur, les rhumatismes inflammatoires, des antécédents d'ostéotomie ou de chirurgie ligamentaire, l'arthroscopie étant tout à fait acceptée dans ces inclusions de patients. Ici, donc, nous avions 130 patients qui ont été randomisés, 65 dans chaque groupe, et l'étude de la puissance avait été réalisée et était suffisante avec ces patients. Et il n'y avait pas, bien sûr, pas de différence due à la randomisation entre les deux groupes concernant les données préopératoires cliniques, mais également les données préopératoires radiologiques. Vous voyez ici des patients tout à fait classiques avec un HKA moyen de 176 degrés. La méthode, la technique chirurgicale utilisait un garrot, une voie parapatellaire médiale et cimentation du tibia dans tous les cas, un implant, un insert mobile et une rotule cimentée pour tous les patients. L'idée était de diminuer tous les biais pour comparer les deux techniques. On a étudié cliniquement le score IKS, donc dans son ancienne version, bien sûr. Et radiologiquement, les axes, et surtout, on s'est attaché à étudier les liserés radiologiques en termes de situation, d'épaisseur et de progression dans les différentes zones du composant fémoral, vous voyez, de 1 à 7. Et vous verrez qu'il y avait des différences suivant les deux groupes. Alors, on a analysé ici à 2 ans 60 patients dans le groupe hybride et 61 patients dans le groupe cimenté. C'était important de noter qu'un patient qui a été tiré au sort dans le groupe fémur sans ciment n'avait pas pu participer dans ce groupe-là, et puisque l'implant fémoral au cours de la chirurgie n'était pas stable et a été finalement cimenté, et le patient a glissé dans le groupe implant cimenté. Voilà, les résultats à 2 ans ont été publiés dans le KSSTA. Et c'est ça que je vais d'abord vous présenter. Bien sûr, pas de différence concernant les scores cliniques IKS, également concernant les mesures radiologiques post-opératoires. Il faut savoir bien sûr qu'à l'époque, on cherchait à aligner mécaniquement tous les genoux, donc l'objectif était 180 degrés.
Par contre, concernant les liserés, vous voyez en bleu, ce sont les liserés qui concernent les implants cimentés avec les différentes zones, surtout regroupées zones 1, 2, 3 et 4. Et bien sûr, en utilisant un implant cimenté, on voit souvent apparaître des liserés à 2 ans et même avant. Et il y a très peu de liserés dans les implants sans ciment. Vous voyez, il y avait un seul cas à 2 ans de recul. Et c'est la radiographie que vous pouvez voir, qui peut inquiéter tout de même vis-à-vis de l'intégration de cet implant sans ciment. Je ne l'ai pas bien prononcé, mais ce sont des implants bien sûr relevés avec un relèvement hydroxyapatite à l'époque. Et voilà ici les résultats des clartés osseuses. Nous avons trouvé des clartés osseuses chez nos patients, surtout des patients avec des implants sans ciment. Vous voyez ici une radiographie avec une clarté importante dans la zone 2. Et on n'avait pas trouvé d'influence à l'époque du sexe, de l'âge, du diagnostic ou de la taille du composant vis-à-vis de ces clartés. Et très peu de clarté dans le groupe des composants cimentés. Alors il y a eu quelques complications. Un décèlement aseptique dans le groupe ciment et une infection dans le groupe sans ciment. Voilà, les autres complications ne sont pas spécifiques du tout. Et cette étude a été publiée à 10 ans, avec 10 ans de recul minimum, avec Cécile Bataillé qui a publié cette étude. À l'époque, donc, on avait 118 patients, puisque certains patients ont été perdus de vue en cours ou sont décédés. Et voilà ici le diagramme qu'on sort de cette étude. Les résultats à 10 ans sont tout à fait identiques et comparables à ceux à 2 ans. Vous voyez une survie tout à fait comparable de 98%, à peu près au même recul entre les deux groupes. Il y a, donc je rappelle, un décèlement aseptique dans le groupe cimenté et un décèlement septique dans le groupe hybride, qui était la radiographie que vous avez vue précédemment. Concernant le score IKS, toujours pas de différence. Et concernant les liserés, bien sûr, toujours une différence avec beaucoup de liserés dans le groupe cimenté. 15 patients présentaient des liserés. Ils étaient fréquents, ils étaient peu épais et finalement étaient non évolutifs. Donc ces liserés sont fréquents en cas de composants cimentés, mais finalement peu prédictifs d'un décèlement lorsqu'ils ne sont pas évolutifs. Et on voyait dans le groupe hybride beaucoup de clarté osseuse, donc 17 patients sans qu'il y ait non plus de correspondance avec un résultat moins bon cliniquement. Et ces clartés étaient en zone 2. Voilà, ici les complications, pas de complications vraiment spécifiques de la fixation ici. Alors si on regarde un petit peu la littérature, on voit finalement des résultats tout à fait comparables entre les implants cimentés et les implants sans ciment. On retrouve des meilleurs scores, notamment pour cette étude de Bassett à propos de 1000 PTG sur les implants sans ciment, mais il y a un biais puisque ce sont des patients plus jeunes, avec une meilleure densité osseuse qui ont été sélectionnés pour l'implant sans ciment. Et donc, il y a d'emblée un biais de sélection. Concernant les résultats cliniques, donc on peut dire que dans la littérature, il n'y a pas de différence entre implant ciment et implant sans ciment. Et d'ailleurs, certains auteurs se demandent si le coût supplémentaire d'un implant sans ciment est justifié puisqu'il n'y a pas de différence clinique comme cette étude de Rorabeck. D'un point de vue radiologique, on a vu qu'il y avait une différence puisque l'utilisation de ciment peut entraîner la présence de liserés et on pourra discuter ensuite avec Michael et tous les orateurs de la signification de ces liserés. Et l'implant sans ciment présentait des clartés osseuses et on va en reparler après. Voilà. Donc quand on a des liserés sur un implant cimenté, eh bien on peut dire que c'est un mauvais prédicteur d'échecs futurs et surtout si ces liserés sont non évolutifs. Lorsqu'on voit un liseré sur un implant sans ciment, eh bien ça par contre ça peut être un facteur de mauvais résultats puisque ça indique qu'il n'y a pas de progression osseuse, de repousse osseuse sur l'interface avec l'implant et donc ça peut être très péjoratif et c'était le cas de notre étude avec ce patient qui a présenté un décèlement à plus long terme. En termes de migration du composant, avec ces études, ces analyses stéréométriques, il n'y avait pas de différence entre les implants ciment et sans ciment.
Et enfin, ces clartés osseuses, on peut se poser la question de la raison, et donc ça a été un peu étudié dans la littérature. Ça peut être la première hypothèse, un stress shielding, et probablement que sur les implants avec revêtement hydroxyapatite, cela est plus fréquent qu'avec les implants plus modernes utilisant des métals poreux. Et l'évolution pour certains est inconnue, mais on peut dire que grâce à cette étude prospective, on a vu qu'il n'y avait pas d'évolution avec plus de 10 ans de recul chez ces patients avec transparence osseuse. Donc les conclusions de cette étude, c'était des résultats cliniques tout à fait similaires, des liserés dans le groupe cimenté plus fréquents, des clartés osseuses dans le groupe sans ciment, et que l'hydroxyapatite donnait une bonne ostéo-intégration du composant fémoral. Alors si on regarde plus récemment les dernières études qui ont été publiées, vous voyez ici plusieurs études prospectives randomisées. Il y en a une notamment qui ici a publié avec 5 ans de recul les résultats, et finalement on ne retrouve pas de différence clinique dans toutes ces études. On retrouve parfois des différences en termes de liseré. Ici, on retrouve dans cette étude-là, dans les implants sans ciment, une migration plus importante, notamment concernant la rotule. Et ça, Sébastien va en parler, donc je ne rentrerai pas dans le détail. Finalement, on retrouve peu de différences dans la littérature. Mon expérience propre, c'est notamment, je prends ce cas clinique et j'en ai eu surtout un seul. Donc, ce n'est pas une grande expérience. C'est que, vous voyez, ça, c'est un patient que j'avais opéré en 2015 avec un implant sans ciment, fémur et tibia sans ciment. Et ici, 1 an après, le patient était douloureux, avec finalement une radiographie quand même assez rassurante. Une petite clarté, mais pas de liseré vraiment au niveau du fémur. Et un scanner avait été réalisé, mais finalement est peu interprétable. Et une scintigraphie dont je n'ai pas les images évoquait un décèlement ou un non-scellement du composant fémoral. Ce patient, je l'ai réopéré. On retrouvait un liseré vraiment entre l'interface osseuse et le composant fémoral. L'implant, j'ai pu l'enlever très facilement, et donc clairement, il n'y avait pas d'intégration de l'implant fémoral. Et paradoxalement, le tibia était parfaitement intégré, et bien sûr, pas de cause infectieuse. Je l'ai repris avec un implant cimenté et une quille fémorale avec un bon résultat. On peut dire que actuellement, l'utilisation de technologies modernes peut améliorer cette interface os et implant, et peut, à mon avis, faire augmenter l'utilisation des implants sans ciment, et c'est ce que probablement Elvire va nous évoquer avec son utilisation de la robotique. Également, les matériaux ont évolué depuis 2004, puisque depuis 2010, tous les trabéculaires métal et assimilés permettent une ostéo-intégration plus rapide, une élasticité probablement plus proche de l'os, et donc permet de réduire ce stress shielding qu'on a pu voir dans notre étude prospective. Enfin, le design des implants, on utilise de moins en moins de postérostabilisation, et les contraintes sont moins importantes sur les implants, et probablement c'est un facteur aussi de décision de l'utilisation d'une fixation cimentée ou pas. Actuellement, mon gold standard personnel est un peu hybride. J'aime bien utiliser un implant fémoral sans ciment. Puisque le problème est souvent au niveau du tibia, et je continue à cimenter mon tibia et ma rotule. Donc, je suis à peu près au milieu des différentes philosophies. Je vous remercie pour votre attention. Et je passe la parole à Elliot, qui va nous parler de son utilisation du ciment et pourquoi il continue à utiliser le ciment. Merci Guillaume. Bonsoir à tous. Moi, je vais vous faire un peu un état de l'art, un état de la littérature sur l'utilisation des prothèses de genoux cimentées et pourquoi je reste sur cette option-là. Donc, est-ce que la prothèse cimentée est toujours le gold standard? Donc, on va regarder les différentes études qu'on peut avoir, et on va commencer par les registres nationaux, avec les biais qui peuvent y avoir dans ces études-là. Mais donc, la première étude que je vous présente, c'est un registre, le registre nordique, qui inclut les pays de la Suède, de la Norvège et du Danemark. Et ils ont regardé d'abord dans tous les patients qui avaient une arthrose primaire de moins de 65 ans. On a donc 115 000 patients inclus. Et dans plus de 100 000 patients, il y avait des prothèses cimentées, et on avait des prothèses sans ciment dans 6 000 patients seulement. Et ce qu'on observe, c'est que quand on regarde les résultats à 10 ans,
de survie, eh ben, on a une survie de l'ordre de 93,6% pour les patients cimentés et on est un petit peu en dessous pour les patients sans ciment, à 91. On a donc une diminution de notre survie pour les patients présentant une prothèse sans ciment. Il y avait un risque plus important de reprise. Et ils ont fait la même étude où ils ont cette fois regardé tous les patients qui avaient plus de 65 ans. Et donc, cette fois, on a une cohorte encore plus importante, 265 000 patients. 243 000 patients avaient des prothèses cimentées et une prothèse sans ciment dans 8 000 patients. Et là, on retrouve des résultats similaires, c'est-à-dire une survie un petit peu moins bonne dans les prothèses sans ciment à 94%, alors qu'on était à 96% pour les prothèses cimentées à 15 ans de survie. Ensuite, un autre registre, c'est le registre de la Nouvelle-Zélande. Là, on a à peu près 100 000 prothèses inclus. On a 88 000 patients avec des prothèses cimentées et un peu moins de 4 000 qui avaient des prothèses sans ciment. Et ben, on retrouve des résultats toujours un peu similaires avec une survie un petit peu moins bonne dans les prothèses sans ciment qui est à 94,5 alors qu'on était à 97 à 10 ans pour les prothèses cimentées. Il y a un autre registre de l'État du Michigan où là, ils ont regardé à 5 ans de suivi. On a 147 000 patients pour des prothèses primaires qui ont été inclus. 129 000 avec des prothèses cimentées et 18 000 avec des prothèses sans ciment. Et lorsqu'on regarde le risque de révision, eh ben, il était un petit peu plus important pour les patients qui avaient des prothèses sans ciment à 5 ans, et notamment aussi pour les patients de sexe masculin jeunes, qui est souvent une indication discutée pour la mise en place d'une prothèse sans ciment. Donc, les différents registres nationaux sembleraient être plutôt en faveur des prothèses cimentées. Ensuite, j'ai regardé un peu l'état de l'art des différents essais contrôlés randomisés, qui sont de niveaux plus importants en termes d'un point de vue scientifique. Donc, cette étude un petit peu ancienne de méta-analyse de 2018, où 7 études étaient incluses, 6 essais randomisés et un similaire à un essai randomisé prospectif. Et donc, le suivi moyen était de 7 ans, ça allait de 2 à 16 ans, et on ne retrouvait pas de différence significative pour la survie, pour les résultats cliniques et aussi les résultats radiologiques avec la migration des implants et les liserés radiologiques. Donc, a priori, dans cette méta-analyse, les implants cimentés et sans ciment avaient des résultats similaires, mais ils précisaient qu'il fallait quand même avoir des suivis un petit peu plus longs et aussi dans les prothèses sans ciment, avoir des revêtements identiques parce qu'il y avait une grosse disparité dans les différentes études, surtout que c'était des implants qui étaient posés il y a de nombreuses années, donc cela a beaucoup évolué actuellement. Une autre étude méta-analyse, là cette fois on avait 7 essais randomisés contrôlés, le suivi minimum était de presque 9 ans et allait jusqu'à presque 17 ans. Là on n'avait pas de différence significative dans la survie et dans les résultats cliniques, que ce soit les PROMS ou les mobilités. En revanche, quand on regarde les résultats radiologiques, ça rejoint un petit peu ce que disait Guillaume. Lorsqu'on regarde les liserés radiologiques, eh ben, il y en avait moins dans les prothèses sans ciment. Et lorsqu'on regarde la migration, donc c'était le maximum total motion point, la migration de l'implant, eh ben là, il y avait moins de migration pour les prothèses cimentées, alors que pour les prothèses cimentées, on avait un peu plus de liserés radiologiques dans les premiers délais souvent, au début à la suite de l'implantation de la prothèse. Donc, on avait des survies similaires dans cette méta-analyse, mais des résultats différents pour les résultats radiologiques, que ce soit les liserés radiologiques ou la migration de l'implant. Après une étude, là sur un case série, une étude rétrospective avec plus de 1000 patients inclus. C'est une étude qui a été publiée en 2021, mais avec un recul assez long, 15 et 20 ans. Du coup, on a des implants avec du sans ciment qui étaient d'ancienne génération, entre guillemets, avec l'hydroxyapatite, donc différent de ce qui peut être proposé aujourd'hui chez certains fabricants. On avait 500 prothèses cimentées contre 750 prothèses sans ciment. Et on voit bien qu'on a une différence en termes de survie, que ce soit à 15 ans ou 20 ans, avec un peu plus de risque de décèlement lorsqu'on avait une prothèse sans ciment. Une étude que j'ai trouvée assez
intéressante et marrante qui a été réalisée au sein des membres de la Knee Society, de la société américaine. Et donc, pour évaluer un petit peu quelle était leur fixation, on va surtout s'intéresser à la fixation de leur prothèse pour ce soir. Et donc, il y a 104 chirurgiens qui ont répondu parmi les 216 membres. 52 chirurgiens avaient une expérience de plus de 25 ans et 39 chirurgiens réalisaient entre 200 à 300 prothèses de genoux par an. Donc, on a donc un panel d'experts et donc, pour eux, dans quasiment 3/4 des cas, 3/4 des chirurgiens utilisaient une fixation cimentée au niveau de leur prothèse de genou. Et pour les autres qui utilisaient le sans ciment, ils regardaient avec attention l'âge et la qualité de l'os pour utiliser leur prothèse sans ciment. Donc la fixation cimentée reste le gold standard dans ces experts pour la prothèse de genou de première intention. Ensuite, je vais attirer votre attention sur la taille des implants lorsqu'on va discuter entre la prothèse sans ciment et la prothèse cimentée. Il y a cette étude qui a été réalisée récemment, là en 2023, qui regardait un petit peu le risque de décèlement ou d'enfoncement de l'implant tibial selon la taille de l'implant. Et donc, ils ont évalué plus de 100 prothèses sans ciment. C'est la prothèse Vanguard avec un design particulier. On voit, il n'y a pas de quille tibiale. Et donc, ils ont évalué la migration tibiale à 7 jours, 3 mois, 6 mois, 12 mois et 24 mois post-opératoire. Et ce qu'ils ont retrouvé, c'est qu'on avait un risque plus important de migration de l'implant tibial lorsque l'implant était sous-dimensionné. Et donc, lorsqu'on va utiliser des implants sans ciment, il va probablement falloir bien optimiser la couverture osseuse et avec un potentiel risque de surdimensionnement de l'implant. Et c'est là où ça m'amène qu'il y a cette étude qui a été réalisée par Michel Bonin et Axel Schmidt, où ils avaient évalué un petit peu le surdimensionnement des implants et l'impact sur les résultats cliniques. Donc, il y avait plus de 100 prothèses qui étaient incluses. Ils ont évalué du coup la taille de l'implant selon 4 zones et la corrélation avec les résultats cliniques. Ce qu'ils ont retrouvé dans leur étude, c'est qu'il y avait 66% des patients qui avaient un surdimensionnement au niveau du fémur et 61% qui avaient un surdimensionnement au niveau des tibias. Donc, c'est des implants un peu plus anciens. Donc, actuellement, on a des designs potentiellement un peu plus récents et plus anatomiques. Mais néanmoins, on avait quand même ces résultats-là dans cette étude. Et ils retrouvaient une corrélation au niveau des scores cliniques. Et donc, on avait donc plus de risques de douleur lorsqu'on avait un surdimensionnement au niveau de l'implant. Donc, il faut être vigilant. Si on utilise un implant sans ciment, il faut avoir une bonne couverture osseuse, mais ne pas avoir de débord parce qu'on peut aussi avoir un risque de moins bons résultats cliniques. Et enfin, le dernier point que je voulais discuter avec vous, il y a un très grand engouement aujourd'hui pour des alignements personnalisés où on va venir restituer l'anatomie préarthrosique du patient. Et on avait fait cette étude là où on comparait l'alignement cinématique à l'alignement mécanique dans une revue systématique avec un recul minimum de 2 ans. On avait retrouvé que l'alignement cinématique pouvait être une option valable par rapport à l'alignement mécanique avec de bons résultats cliniques et une bonne survie avec un recul court, on était à 2 ans. Mais surtout, ce que je voulais attirer l'attention sur cette revue systématique, c'est que toutes les prothèses qui étaient proposées dans le groupe alignement cinématique, tous les tibias étaient tous cimentés. Il n'y avait qu'une étude avec un fémur sans ciment. Donc, pour l'instant, la plupart des résultats pour les alignements plus personnalisés, on a des prothèses encore cimentées. Et la plupart du temps, dans cette revue systématique, il n'y avait que des implants avec conservation du ligament croisé postérieur. Ensuite, lorsqu'on regarde les résultats à long terme qui ont été publiés par Stephen Howell il n'y a pas longtemps sur l'alignement cinématique, il y a quelques années, on note que c'est dans cette cohorte, donc un recul de 16 ans, tous les patients avaient des prothèses avec conservation du ligament croisé postérieur et on avait une cimentation de tous les implants fémur et tibia. Donc, les résultats à long terme à 16 ans, on avait des prothèses cimentées avec conservation du ligament croisé postérieur. Une étude intéressante, là, une méta-analyse qui évalue un certain nombre de prothèses, 630 prothèses à partir d'11 études radio-stéométriques. Et donc, ils ont évalué les facteurs de risque de décèlement de l'implant tibial
Et c'est un petit peu ce que disait Guillaume avec les liserés radiologiques. Et potentiellement, sur la prothèse cimentée, on peut aussi avoir une migration plus importante, mais cela apparaît assez rapidement dans les 3 premiers mois. Les facteurs de risque, c'était les patients d'âge de sexe féminin, pardon, et les prothèses postéro-stabilisées et la polyarthrite rhumatoïde. Et lorsqu'on regardait pour les prothèses sans ciment, eh ben, on avait plus de risques de migration tibiale lorsqu'on avait un alignement en varus en post-opératoire et lorsqu'on avait une prothèse qui était avec un revêtement de moins bonne qualité. Donc, il faut être assez vigilant suite à cette étude sur la prothèse sans ciment en fonction du revêtement qu'on va avoir, notamment lorsqu'on va garder un varus tibial ou un varus global post-opératoire en termes d'alignement. Ainsi, en conclusion, moi, pourquoi est-ce que je reste sur la prothèse cimentée? Parce qu'on a de très bonnes survies à long terme, notamment les différents registres qui nous montrent ça, certaines études rétrospectives. Mais il faut à nuancer parce que la plupart des études à long terme utilisaient des prothèses sans ciment avec un revêtement un petit peu ancien et on a eu de grosses évolutions actuellement. Les essais contrôlés randomisés retrouvent des survies assez similaires entre les 2 implants. Donc, pourquoi pas rester avec le cimenté? J'aime bien aussi la prothèse cimentée parce que ça m'évite d'avoir un surdimensionnement ou en tout cas d'être très proche de mes corticales et donc il faut être vigilant potentiellement avec le sans-ciment par rapport à ce point-là. Et aujourd'hui, on a encore peu d'études qui évaluent les prothèses sans ciment avec des alignements plus personnalisés. On a encore avec des reculs très courts. Et donc, c'est pour ça que je garde la prothèse cimentée. Merci beaucoup. Je passe la main au professeur Servien pour nous parler des prothèses sans ciment. Bonsoir à tous. Et donc, je vais un peu vous expliquer pourquoi j'ai, changé de paroisse ou mis un petit peu de l'eau dans mon vin. On va voir un tout petit peu sur quels critères. On va essayer de rester scientifique quand même, parce que quelquefois, il y a des critères qui ne sont pas forcément scientifiques, qui peuvent faire changer certains chirurgiens au sans-ciment. Et j'avais entendu ça pendant très longtemps, que le sans-ciment, par exemple, c'était ça va plus vite, c'est plus rapide. Donc, la chirurgie est plus rapide et ça va plus vite pour le chirurgien. Donc, globalement, j'ai en effet passé au sans-ciment, alors pas tout sans ciment, mais vous verrez pourquoi. Et j'ai été pendant très longtemps, comme mes prédécesseurs et mes collègues, je n'ai mis que du tout ciment pendant plus de 20 ans. Alors, bien évidemment, je vais vous rappeler un petit peu la littérature et Elliott Sapé-Mariné vous a également rappelé cette littérature. C'est sur quelques points. Alors, on avait ces idées, bien évidemment, que l'essentiellement, ça échouait et c'était cette idée que j'avais, mais c'était vraiment, ça, c'était des implants d'une autre génération, d'un autre siècle, je dirais, avec aussi également des surfaces, des revêtements de surface qui n'étaient pas ceux qu'on a aujourd'hui. Donc, je pense que les registres très anciens, il faut les oublier. On ne peut plus en parler dans la littérature d'aujourd'hui et il faut comparer quand même les implants modernes. Alors, aussi, les anciens registres, en effet, comme celui ici du JBJS, mais de 2012, 14 ans, mais ça veut dire 14 ans, des implants posés il y a plus de 20 ans, montrait en effet, comme vous l'a souligné également le docteur Sapé-Mariné, plus, c'est certain, de décèlement dans les registres, quels qu'ils soient, notamment anglo-saxons. Mais encore une fois, ce sont des implants d'une autre génération. C'est aussi un autre type de ciment, des autres techniques chirurgicales. Et je crois qu'on ne peut pas aujourd'hui se fier à ces registres sur les nouvelles techniques qu'on utilise aujourd'hui. Alors, pour continuer sur cette partie-là, également ce registre, donc 2-3 registres qui montraient qu'on avait en effet, c'était un risque de décèlement quand on mettait du sans-ciment. Alors vous me direz, ça c'est 2003, c'est récent. Alors oui, c'est récent, mais attention, il y a tellement de biais de sélection des patients, de type de chirurgien, et encore une fois, le délai entre la chirurgie et les séances du patient. Donc tout ça, il va falloir le prendre en compte, notamment dans le registre américain où l'obésité peut être un facteur quand même qui peut nous faire changer notre fusil d'épaule entre le ciment et le sans-ciment. Et donc ce qu'on sait aujourd'hui et que globalement, et le docteur Sapé-Mariné l'a souligné, c'est que les implants modernes, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a finalement plus de différence en termes de survie.
dans les dernières méta-analyses. Mais je crois que maintenant, c'est même autre chose. La tendance au niveau de la littérature est en train de s'inverser véritablement, notamment pour les populations un peu plus jeunes. Et je vais détailler un peu tout cela. Donc 2025, dans le JBJS américain, sur le registre anglais et de l'Irlande du Nord, qui montre déjà à court terme, pas de différence en termes de révision. Donc ça, c'est les nouveaux résultats des registres. Alors à court terme, évidemment, hein, bien évidemment, parce que c'est des nouveaux implants. Et si on regarde maintenant cette méta-analyse d'études prospectives randomisées, hein, donc ce n'est pas une méta-analyse de tout, voilà, ils ont sélectionné vraiment grandement les articles, études chinoises, eh bien, finalement, qui montrent, et c'est dans le titre, qu'on a finalement aujourd'hui, avec du sentiment, des meilleurs résultats sur les patients jeunes. Alors, jeunes, c'est relatif, bien évidemment, quand on fait de la prothèse, mais donc, vous voyez que la tendance est en train de s'inverser par rapport aux anciens registres. Et si j'enchaîne sur cette autre série de la littérature, publiée et menée par Fares Haddad et son équipe, hein, donc c'est également une méta-analyse, donc publiée dans le BJJ il y a à peu près 6 mois, eh bien, qui va montrer que eh bien, le sentiment, finalement, montre même des meilleurs résultats pour certaines populations. Encore une fois, plutôt pour les patients jeunes, alors jeunes considérés moins de 60 ans, et je reparlerai un petit peu plus tard. Hein. Donc finalement, avec des nouveaux designs d'implants, du sentiment, on a une meilleure survie chez les patients de moins de 60 ans, donc patients jeunes. On a des meilleurs également résultats cliniques fonctionnels par rapport aux résultats aux implants cimentés. Donc vous voyez que vraiment le paradigme est en train de changer, est en train chez les patients jeunes de se mouvoir plutôt, en tout cas la littérature nous conforte là-dedans pour le sentiment. Alors, bien évidemment, le sentiment, ce n'est pas pour tout le monde. Certains disaient il y a plus de risques de saignement. Docteur Demey vous en a parlé. On avait fait cette étude, là, c'était sur de l'hybride, qui montrait que finalement, non, ce n'était pas le cas. Mais qu'est-ce qu'il en est pour le sentiment? Alors, je vous parle de ça parce que moi, j'aime mettre un garrot pour tous mes patients. Donc, les pertes sanguines, c'est toujours aussi important. Eh bien, finalement, une étude très récente, positive randomisée, alors d'accord, peu de patients inclus quand on regarde un petit peu cette étude, montre finalement que non, ça c'est également, je dirais, des anciennes théories. Il n'y a pas plus de pertes sanguines quand on fait du ciment que du ciment, ça c'est certain, étude de niveau 1. Alors, on va aller un petit peu plus dans le détail parce que finalement, qu'est-ce qui sont, en tout cas, donc pour moi, parce que la question elle était posée, pourquoi je suis partie du ciment et aller plus vers le sans ciment, à peu près plus de 50% de prothèses sans ciment, voire moins de 75%, parce que on a surtout, avec les nouveaux systèmes de pose de prothèse totale du genou, une adéquation os-implant bien meilleure. Alors, bien évidemment, la qualité osseuse est importante, hein, la densité minérale osseuse, hein, the BMD, est aussi importante. Et ça, on le sait en général sur des radios, mais aussi en opérant. Hein, la qualité osseuse, on le sait tous, hein, quand on fait nos coupes osseuses, on se rend très, très bien compte de la qualité osseuse, notamment avec une scie robotisée. Et avec cette scie robotisée, eh bien, on va avoir, dans la plupart des cas, eh bien, une adéquation entre l'implant et l'os quasiment parfaite, parce qu'on a une coude parfaite quand on a un bras robotisé avec une scie reliée au bras. Hein. Ça, je crois que c'est aussi important quand on fait de la robotique. C'est pas que la navigation, c'est vraiment le bras robotisé qui coupe et on a une coude parfaite. Et cette nouvelle technologie, notamment ici avec le Mako, hein, fait que finalement, je suis finalement partie du ciment pour aller de plus en plus au sans ciment grâce à cette adéquation os-implant quasi parfaite, en tout cas à l'œil nu, c'est certain. Alors, quels sont les autres avantages du sans ciment? Parmi les deux principaux que je vous ai cités, ça c'était ancien, on disait ben oui, mais le ciment c'est aussi un troisième corps, c'est une autre interface entre l'implant et l'os, ça chauffe au niveau osseux, il y a une température assez importante, ça peut faire des débris, donc ça peut être aussi l'avantage de ne plus avoir de ciment. Bon, c'est discutable, c'est très théorique, mais en tout cas, c'est défendu par certains. Et autre avantage, je vous en ai parlé tout au début. Alors, avantage, je dirais, bon, ça fait gagner du temps aux chirurgiens. Je pense que ça, c'est pas un avantage qu'on peut aujourd'hui, je dirais, vendre entre guillemets, parce que l'avantage, il doit être pour le patient, pas pour le chirurgien. Sauf s'il y a un avantage pour le patient en termes de qualité.
En termes de qualité, oui, gagner un petit peu de temps opératoire, gagner 10 minutes quand on met un garrot comme moi, 10 minutes de garrot de moins pour un patient, en termes d'inhibition motrice, notamment au cas occipital, c'est un gain. En termes de saignement également, d'infection non, mais de saignement également. Donc ce temps opératoire aussi, c'est un gain pour le patient environ de 10 à 15 minutes. Hein. Donc on sait le temps de cimentation est assez grand, alors sauf si on prend du ciment rapide, mais dans l'hypothèse totale, si on cimente tout, en général, c'est pas du ciment rapide qu'on va utiliser. Donc il y a un gain de temps qui peut être bénéfique également pour le patient. Théorique, en pratique, ça n'a pas été démontré, hein, par contre, que ce temps-là pour le patient est bénéfique. Mais, bien entendu, je ne vais pas mettre du sentiment pour tous mes patients. Je crois qu'il faut rester quand même extrêmement vigilant. L'évidence médecine, on en manque encore là-dessus pour tous les patients. On a cette très belle étude qui est sortie cette année sur la sélection des patients quand on met du sentiment. Et globalement, ça résume un peu tout. Vous voyez, Fares Haddad dit j'ai 60 ans pour des meilleurs résultats. Là, le candidat idéal, plutôt moins 65 ans, plutôt actif, avec donc une bonne densité minérale osseuse, hein, the BMD, ça c'est important. Et ça, on le sait bien entendu en opérant ou si le patient a une ostéoporose connue. Donc là, bon, forcément, on va être extrêmement prudent de mettre du sentiment, voire ne pas en mettre. Il y a des considérations un peu plus différentes, l'obésité en fonction de quel indice de masse corporelle, les patients entre 65 et 75 ans. Eh bien, vous voyez, par exemple, le dernier patient que j'ai opéré aujourd'hui, c'était une femme en surcharge pondérale avec un IMC à 32, 75 ans, mais avec une qualité osseuse lors de la coupe qui était absolument parfaite, hein, une très bonne densité osseuse, une coupe parfaite grâce à la robotique, et je lui ai donc mis une prothèse sans ciment. Mais bien évidemment, cette patiente aurait eu 2 ans de moins avec une qualité osseuse très mauvaise, une coupe imparfaite. Je ne serais pas laissée tenter par du sans-ciment, même si c'est plus rapide. Donc il y a encore quand même des indications, bien évidemment, pour moi, pour le ciment, pour cimenter les implants. Et puis, alors, une autre chose, je terminerai là-dessus aussi sur on manque d'évidence médecine. Vous voyez, par exemple, cet article qui est sorti cette année, enfin, qui va sortir, il est en fait sous presse, qui montre que finalement, eh bien, quand on prend du sans-ciment, avec l'assistance robotique, avec des implants contraints CR, et sans ciment, donc c'est tout ce que je fais finalement depuis 3-4 ans, eh bien on a un risque plus important d'homonisation sous anesthésie générale. Alors ça, on l'a pas retrouvé, on a fait plus de 3000 prothèses robotiques dans le service maintenant, donc comme quoi vous voyez, on manque d'évidence. Alors, je ne mets pas en cause ce qu'a dit l'article, hein, dans leur série à eux, mais je crois que si on sélectionne bien les patients, eh bien, il y a quand même vraiment du bénéfice au sans-ciment. On manque encore une fois d'évidence médecine, plus d'études de niveau 1, mais c'est sûr que la place du sans-ciment va aller croissante, notamment c'est des patients jeunes, donc moins 65 ans, c'est certain. Là, la littérature vraiment commence à le dire, on a des études de bon niveau, avec une bonne qualité osseuse. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Alors, par contre, parce que je sais que le professeur Lustig va parler juste après moi, j'avoue que je n'ai pas encore été convaincue à 100% sur le sans-ciment et je ne me suis pas encore osée à mettre des rotules du sans-ciment, mais peut-être que ça viendra. Je vous remercie. Merci Elvire. Très belle présentation. Et Sébastien est un peu en retard au cours d'un voyage et donc nous a fait passer sa communication en vidéo au cas où, et c'est ça qu'on va passer maintenant. Donc il va nous parler de la rotule non cimentée. Est-ce une innovation ou une erreur, une hérésie? Amis, je vais vous parler maintenant de quelque chose qui est assez récent, c'est la possibilité d'utiliser des rotules non cimentées. Alors c'est récent avec les prothèses modernes, mais évidemment il y a une certaine histoire sur le non cimenté et également sur les rotules. Alors on sait qu'il y a quand même un certain nombre de challenges qui ont été bien montrés par l'histoire et avec un certain nombre d'échecs malheureusement retentissants en rapport avec des ostéolyses majeures, des polyéthylènes qui étaient de mauvaise qualité, le système de fixation, notamment sur les implants tibiaux, qui était également défectueux, et puis les rotules mobiles avec des metal back, notamment qui étaient associés à la LCS, qui ont donné des résultats qui étaient catastrophiques. Également sur les prothèses fémoro-patellaires, quand on avait, il y a plus de 20 ans, essayé cette technologie. Alors, l'intérêt pour le sans-ciment, malgré tout, il est quand même là, avec des patients qui sont
beaucoup plus jeunes, beaucoup plus actifs, qui vivent plus longtemps, qui sont plus lourds. Et puis, les matériaux, ils ont progressé avec, on le sait, des fixations biologiques qui sont maintenant durables. Et c'est quelque chose qui est utilisé de façon très démocratisée pour la prothèse totale de genou. On sait également qu'en chirurgie, maintenant, il y a une pression notamment d'être efficient et le temps opératoire est un facteur très important. Alors, l'intérêt par rapport au ciment, c'est que l'ostéo-intégration, elle est définitive et elle est permanente. Donc, il n'y a pas de risque de décèlement comme pour le ciment. Le temps de fixation est plus court. Les révisions sont théoriquement plus simples, mais en fait, au niveau de la rotule, c'est un peu différent parce qu'une fixation avec une ostéo-intégration et une croissance osseuse à l'intérieur de l'implant, ça ne sera pas très simple à réviser. Et théoriquement, il y a moins de risque d'usure au troisième corps. Les inconvénients, on l'a dit, il faut quand même un bon stock osseux, une qualité osseuse qui soit bonne. Potentiellement, s'il n'y a pas de fixation qui se fait, ça fait des échecs précoces. Le coût, il est plus important. Il n'y a pas l'intérêt de l'antibiothérapie locale avec le ciment. Et potentiellement, si on a à reprendre, on l'a dit, le risque de perte osseuse, il est important, plus important. La réalité aujourd'hui, c'est que là, grâce à l'impression 3D et les métaux poreux, on a une surface de contact qui a été bien améliorée, avec des coefficients de friction qui sont proches de ceux de l'os spongieux, une porosité volumétrique qui est très bonne, et également un module d'élasticité qui est meilleur avec ces métaux qu'avec le chrome cobalt. Le titane poreux est une des options qui est très, très intéressante avec des publications qui sont très favorables. Et il y a également certaines options avec de l'hydroxyapatite, mais ce n'est pas celle qu'on utilise pour les rotules. Alors, quel est l'intérêt, on va dire, global? Le temps opératoire, on l'a dit, la fixation biologique, éviter les débris de ciment, et avec des coupes qui doivent être parfaites et un os qui doit être de bonne qualité. Et ça, c'est ce qui permet d'avoir des bons résultats. Au niveau technique, qu'est-ce qui est très important, c'est d'avoir une très bonne stabilité précoce qui favorise l'ostéo-intégration. Donc, il faut que, évidemment, la courte rotulienne, que la prothèse soit bien mise, que tout ça permette des répartitions des forces qui soient favorables. Il faut des coupes osseuses qui soient précises et qui maximisent le contact osseux. Et puis également, lorsqu'on met la prothèse, qu'il y ait un press-fit qui soit de très bonne qualité. Alors, voilà un peu comment ça se passe. Vous voyez ici des petites vidéos qui vont vous montrer comment est-ce qu'on va préparer la rotule avec, on mesure, on va couper et on voit la surface osseuse qui doit être de bonne qualité. Ensuite, par rapport au positionnement, donc on l'a dit, il faut essayer d'avoir un contact osseux et une couverture maximum. Donc ça, c'est assez classique. Et surtout, quand on va mettre et faire les trous, il va falloir utiliser une mèche qui est spécifique. Parce qu'il va falloir conserver du press-fit au niveau de ces plots d'ancrage. Donc on va voir ici, on positionne le guide pour préparer ces trous et on fait toujours assez facilement une facétectomie latérale, sauf si on utilise un bouton asymétrique. Dans le service, on a surtout l'expérience des boutons en dôme et donc on associe une médialisation du bouton rotulien avec, on le voit ici, une facétectomie latérale qui permet de compléter la préparation. Et donc maintenant, la partie qui est la plus importante, c'est d'utiliser, pour préparer ces trous, on voit ici un système qui est donc différent de celui qu'on utilise quand on va cimenter la rotule. Donc c'est là où on va faire la décision et on va préparer les trous. On vérifie avant de mettre la rotule, ce que je disais, c'est qu'il faut quand même une course rotulienne qui soit la plus parfaite possible. On voit ici qu'on a essayé de choisir un bouton rotulien qui soit bien couvrant. On avait publié avec Léopold Joseph il y a maintenant, et puis toute l'équipe bien sûr à la course, que la couverture rotulienne était très importante également pour les rotules cimentées. Donc on voit ici qu'on essaie d'avoir une bonne couverture. Voilà maintenant comment se présente la rotule press-fit avec ce petit instrument qui est adapté évidemment à la taille de chaque rotule.
Et on voit maintenant la phase de fixation. Donc, on a mis en place la prothèse définitive. Et on voit qu'on va essayer de se mettre les 3 plots. On les rentre très légèrement. Et on va ensuite utiliser une presse qui va permettre de comprimer. Et on va voir ici la rotule qui s'impacte, donc qui se positionne en press fit. Donc c'est assez simple. On n'hésite pas à le faire 2 fois et on va voir ici qu'il y a vraiment une compression qui se fait au niveau de l'os. Vous voyez qu'il y a un petit peu de sang qui sort et on voit qu'il y a un contact intime entre la prothèse et la rotule. Et on dévisse ensuite simplement ce petit préhenseur et on vérifie qu'on est parfaitement positionné. Donc le temps effectivement de fixation est quand même extrêmement rapide et on voit ici que ça permet de mettre en place dans des conditions quand même très simples, à condition évidemment que la qualité osseuse soit bonne. Donc les règles pour que ça marche, c'est un contact intime entre les coupes osseuses et l'implant, ça c'est indispensable. Il faut une fixation primaire qui soit excellente, c'est vrai pour la rotule, c'est vrai aussi pour le tibia. On voit ici, c'est exactement le même principe et on voit comment est-ce que à l'impaction, eh bien, on arrive à obtenir voilà, quelque chose qui doit être extrêmement stable. C'est vrai pour la rotule comme c'est vrai pour le tibia. Il faut une surface poreuse qui soit optimale. Donc, il y a différentes options, mais le titane poreux en est une. Et le message, pour simplifier tout ça, c'est que les fixations sur ciment ont montré dans le passé qu'il y avait quand même un certain nombre d'échecs ou de complications spécifiques. On espère qu'avec les nouvelles technologies, notamment les implants à métal poreux en 3D et avec les techniques de technologie additive, ça devrait permettre, grâce à cette technologie, une survie des implants qui soit au moins équivalente, voire meilleure, avec une technique simplifiée. En termes de coût, pour l'instant, c'est plus coûteux, mais il faut regarder qu'on n'utilise pas de ciment, donc c'est un intérêt, évidemment. Et en termes de long terme, pour l'instant, les résultats sont excellents. Ce type d'implant, on arrive maintenant à 7 ans de recul, avec des résultats qui sont excellents et à voir, évidemment, sur le plus long terme. Merci pour votre attention. Merci Sébastien, tu nous as rejoint entre-temps. Bonsoir à tous. On va passer un peu à la discussion. Alors, je voulais savoir un petit peu, faire un petit tour de table, un petit peu de vos moyens de fixation sur différentes situations et pour lancer un petit peu le débat. Tout d'abord, la prothèse unie. Alors, c'est pas l'objet de ce webinaire, mais est-ce que vous avez la même philosophie entre votre prothèse totale de genou et la prothèse unie? Michael, when you do uni, do you cement your implant? On the medial side, 100% cementless. On the lateral side, there is no cementless implant available, so I cement the lateral unis, but 100% on the medial side are cementless. So I really like the cementless philosophy because it's quick. But of course, we had a painful learning curve in the beginning when we started 15 years ago. So your philosophy is completely different between TK and uni? Well, yes, if you say so. We had a learning curve on the medial uni side, but now it's working really perfectly well without the problems of cement. Elvira nicely shown that you might have foreign bodies, you have third body wear. That's a problem of cemented, what you don't experience with cementless implants. And that is why, of course, also because of the time I stand in the OR, it's a sexy option to have it cementless. My philosophy is that I don't
like a hybrid fixation or whatever, when I cement all the components. Because once I mix it, I prepare it for a cementation, and then I mix, and then I do all the implants cemented. Elliot, pour tes unis compartimentales, qu'est-ce que tu fais comme fixation préférentielle? Eh ben, moi, pour les unis, je trouve qu'il y a un gros apport de la robotique que j'utilise aussi sur la totale, mais du coup, la prothèse qui est proposée avec le robot que j'utilise, c'est une prothèse cimentée. Donc, j'utilise une prothèse cimentée pour interne et externe. On est un petit peu captif de nos implants quand même, parce que moi, dans l'uni que j'utilise, elle est uniquement en ciment. J'aime bien le design de cette uni et donc je la cimente. Mais si elle existait sans ciment, je pense que je l'utiliserais aussi sans ciment. Elvire et Seb, on connaît un peu votre énorme expérience de l'uni. Vous êtes bien satisfait du sans ciment pour toutes les unis ou est-ce qu'il y a des situations limites d'après vous? Alors moi, pour ma part, j'ai jamais mis de prothèse partielle ni compartimentale sans ciment, mais tu le sais, Guillaume, donc la question... après, c'est avec la robotique, on a une telle qualité de pose et une précision, mais l'implant est cimenté. Le jour où le ciment, l'implant sans ciment arrivera, peut-être. J'attendrai que Sébastien en pose beaucoup pour voir les écueils et ses réussites. C'est comme la prothèse, la rotule sans ciment. A priori, ça a l'air de marcher, donc j'attends de voir un tout petit peu si ça marche bien avant de passer au sans ciment. Je suis pas sûre qu'il y ait quand même des très grosses études, parce qu'on a quand même des bonnes séries de partiels qui comparent ciment et sans ciment dans les unis. Je suis pas sûre qu'il y ait des grosses séries quand même. Hein. En tout cas, en robotique, il y en a. Mais bon, peut-être que si les implants arrivent sur le marché, pourquoi pas. Seb, le sans ciment sur l'uni, c'est le futur pour toi? Non, je vais être d'accord avec Elvire. Pour l'instant, on est content de ce qu'on fait avec des prothèses unies cimentées, robotisées. Et s'il y a l'option sans ciment, comme pour la prothèse totale, je pense qu'on verra une évolution. Si les résultats sont équivalents, puisque c'est plus rapide et on évite le ciment, il y aura une évolution vers le sans ciment, comme Michael l'a rapporté avec l'Oxford. Je pense que sur le plateau fixe, on risque de voir la même chose, mais ça va mettre quelques années à arriver. Pour l'instant, on cimente. Ok. Est-ce que un patient jeune, mais surtout, je voulais dire sportif, qui veut courir et vous devez lui poser une prothèse totale de genou, est-ce que ça influence votre fixation, votre moyen de fixation? Michael, when you have a young patient, sport patient, runner, do you think cement is a problem or it's okay? If he is not available for a uni, I would always prefer unis in these cases. But if I would have to do a total, I would cement it. Okay. Elliot, I've only cemented implants when there is an allergy against cement or the ingredients of cement. Then I used it as a cementless implant. I haven't used the primary cementless implants on the patella side. I've always used it in revision cases with the Tantal version. Elliot, est-ce que tu penses que dans ton expérience ou dans la littérature, le fait d'avoir des sports à impact, ça peut être problématique pour la fixation cimentée? Je pense pas. Dans les différentes études, pour l'instant, on n'a pas l'air de montrer l'inverse. Après, les sports à impact avec des prothèses totales de genoux, on n'en a pas tant que ça, des patients qui en font beaucoup. C'est vrai qu'on va plus privilégier les unis sur ces patients plus sportifs si on peut. Et donc, je pense pas j'ai pas retrouvé dans la littérature encore d'études comparant le ciment versus sans ciment sur des sports à impact spécifiques. Il y a une question sur la contrainte, justement, ça peut rentrer dans cette question-là. Est-ce qu'il y a des différences significatives en termes de survie entre les prothèses sans ciment non contraintes et les postéro-stabilisées? Seb ou Elvire? En sans ciment, le problème, c'est que les méta-analyses, celles de Fares Haddad, etc., c'est ce qu'il dit, il y a des séries qui sont tellement disparates en termes d'implants utilisés, c'est difficile de pouvoir, il y a tellement de biais.
mais vraiment une très belle étude avec du recul comparant les deux, je crois pas, non. Est-ce que le fait d'utiliser un implant non contraint, ou du moins conservant le croisé, il y aura moins de risque de décèlement tibial, par exemple? Alors, Si tu compares avec un implant PS qui aura plus de contraintes. oui. Alors, non, oui, alors non, ce qu'écrit les études les plus récentes, ça, on peut pas vraiment répondre, je crois. Enfin, je sais pas ce que Sébastien en pense, mais les 2 études là que j'ai citées, vraiment très récentes, disent que globalement, le message, c'est en effet patient jeune, 65 ans, et avec un système CRCS, c'est mieux, essentiellement, donc bien évidemment, c'est mieux, mais c'est du moyen terme. Nous, donc, tu vois, c'est difficile de donner un message, c'est même dangereux parce qu'on n'a pas quand même de long terme. Donc, je peux pas dire enfin, je peux pas répondre. Ouais, parce qu'on n'a pas de long terme là-dessus. Si je peux compléter tout ce qu'a dit bien sûr Elvire, il y a deux éléments sur lesquels on a des données, c'est les gros et les jeunes. Et c'est les 2 publications de Malkani qui montrent qu'il y a un intérêt au sentiment. Mais effectivement, c'était des prothèses CS, c'est-à-dire c'est ce qu'on utilise, c'est pas des prothèses Plocam. Le problème du Plocam, c'est que ça met plus de contraintes sur le tibia et c'est là où on a des fixations comme ce qu'on a rapporté, l'étude que vous aviez faite avec du très long recul, c'est sur de l'hybride. Et là, ça marche parce qu'il n'y a pas le tibia. Mais le tibia sans ciment sur du post-cam, on est un petit peu plus inquiet. Après, les nouvelles technologies font que c'est une fixation du bone ingrowth. Donc, une fois que l'ostéo-intégration elle est faite, ça pénètre dans la prothèse. On peut se dire quand même que ça risque de plus bouger. Et c'est là où, sur les sports impact, à mon avis, c'est intéressant par rapport aux autres technologies avec de l'hydroxyapatite, où là, c'est du bone on growth. Où là, peut-être que j'aurais moins confiance. Mais sur les technologies additives avec de l'impression 3D, comme en titane, comme on utilise tous, je pense, en sentiment sur les tibias maintenant, je pense que c'est mieux. Mais je resterai prudent sur de la postéro stabilisée post-cam dans ce cadre-là. Ok, un patient beaucoup plus âgé, on va dire 80 ans ou plus. Est-ce que vous continuez à utiliser du sentiment à la Croix-Rousse ou pas? Alors, moi, pour ma part, 80 ans, une femme, par exemple, souvent en général, je prévois au bloc jeudi, en général, on va cimenter. Ça peut-être en cours d'intervention, si vraiment elle a un os, voilà, si la qualité osseuse est bonne, dans ce cas-là, je m'autorise à mettre du ciment. Mais en général, d'emblée, je programme une prothèse cimentée. Je switch en cours d'intervention si vraiment la qualité osseuse est bonne, mais voilà. Seb, même. C'est intéressant. Ce qu'Elvire a fait un point très intéressant, c'est le sexe. Et il faut différencier les femmes et les hommes dans cette réflexion-là. Et il y a des données, pour le coup, du registre américain. C'est la seule situation où c'est moins bien le sentiment, c'est chez les femmes de plus de 65 ans. Et donc, c'est là où il faut être vigilant. Et après, on a la chance d'avoir un système qui permet de décider pendant l'intervention. Donc, je pense que chez les femmes d'un certain âge, cimenter, c'est peut-être plus raisonnable. Chez les hommes, ils ont souvent une qualité osseuse qui est pas mauvaise et on s'autorise à le faire davantage. Mais c'est un paramètre qui est important. Il faut savoir que avec les scanners pré-op, maintenant, il y a moyen d'avoir des infos sur la densité osseuse. Donc, on peut presque l'anticiper. Donc, je pense que ça aidera peut-être à démocratiser un peu plus, mais il faut rester quand même raisonnable. Il ne faut pas dire... Il y a des cas où l'os définitivement nécessite la cimentation de l'implant. Michael, any comment? May I ask a question? You said that the cementless implants are better used in good bone. Do you fear fractures as a complication when you do it in weak old bone? Do you fear a worse bone integration if you use it cementless? Is it just a feeling, or is it based on evidence? Yeah, you asked me.
Yeah, I ask all of you using cementless implants because it was my evolution too. When I first used cementless implants on the medial uni side, I started with the male patients with good bone, and then I expanded my choice to all my patients because I realized there is no difference in weak bone and in hard bone. They work well if you put the tibia into varus position, and then it's working well. If you fear a weak bone structure, then you fear, of course, the fracture, the periprostatic fracture, which usually occurs in the total knee side on the femur side. In unis, it's on the tibia side. And bone integration. Is bone integration, in fact, better in good bone than in weak bone? Is that really the case? I think it's very difficult to answer this because it's a feeling, subjective feeling. It's a So it's subjective why feeling. in my practice, I'm not afraid to use a uncemented femoral component because of the shape of the femoral component. And you have a lot of bony contact and you can have press fit easily. And for tibia, for me, it's more, I have a feeling currently it's more difficult sometimes to feel the bone quality. So I don't use uncemented tibia for the moment. So it's why I'm still hybrid for Yeah, today. I know. I mean, on the femur side, we won't have a problem. I think we all agree if you do it cemented or cementless on the total side, there is not a problem on the femur side. There is a problem on the tibia side, but there might be a problem on the tibia side. And we might work on the fact whether this is the case also in weak bone. Yes. Michael, there is a question about cementing technique and tourniquet. Do you think it's still possible to cement an implant without tourniquet, or is it a big mistake for you? No, it's not a big mistake. In fact, I don't use tourniquets since more than 10 years because of the fast track philosophy. Patients where you don't use tourniquets do better. They have less pain, they have less swelling, they have better motion, range of motion, and you can cement it very good when you don't use tourniquets. It's a problem sometimes to dry the bone. So use a swab and clap on it, as I've shown you on the video. And once you clap it, then you can cement it just like it is the case when you use a tourniquet. Yeah, and blood pressure control by the anesthesiologist is very important, I think. I think, of course, there need to be a very good collaboration between the anesthetist and you. As we do most of our cases, more than 85% in spinals, the blood pressure is not a problem in our patients. So we have a very good collaboration, but I know it's not always the case. And when colleagues came to us or come to us to see us operating, they say, "Oh, wow, this is a good environment to implant." We have bleeding during the operation, but in spinals, you won't find it. Elliot, pour la polyarthrite rhumatoïde, est-ce que tu as vu des choses précises dans la littérature? J'ai pas regardé spécifiquement ça. J'ai vu qu'il y a eu une étude qui retrouvait que c'était un facteur de risque de migration tibiale. Et donc, même avec des implants cimentés. Mais après, j'ai pas regardé spécifiquement si il recommandait plus d'avoir une prothèse sans ciment ou cimentée. Moi, dans ma pratique, j'utilise tout le temps des prothèses cimentées. J'ai pas eu de gros problèmes avec ces patients-là avec une polyarthrite rhumatoïde. Enfin, j'ai pas eu de problème, mais donc voilà. Elvire ou Sébastien, l'os est souvent quand même de mauvaise qualité chez ces patients. Est-ce que ça vous pousse d'emblée sur du ciment ou vous voyez quand même en péropératoire la qualité osseuse? Alors, je dirais que les polyarthrites, c'est vrai, on n'en voit plus beaucoup parce que, heureusement, pour les patients, les nouveaux traitements ont changé. Ce qu'on voit, c'est quand même en général des polyarthrites extrêmement avancées avec destruction osseuse majeure.
souvent des grosses déformations. Donc, en général, ces patients-là, quand même, en fait, qui ont des traitements, en plus, qui ont eu des traitements au long cours avec vraiment une qualité osseuse médiocre, souvent je cimente et je mets du ciment antibiotique en plus pour ces patients. Que l'on sait qu'il y a un risque infectieux augmenté et donc je mets un ciment aux antibiotiques. Gentamicine en général, ouais. Chargé d'antibiotiques. Ok, merci. Dernière situation qu'on va discuter, c'était une question des participants. La révision, est-ce que c'est la même philosophie que pour une prothèse totale de première intention pour vous ou pas? Michael, you use cemented TK, so I guess you use cemented revision TK. Yes, I would use cemented versions. I would use the stems a little bit smaller and thinner and would cement them. To have a cement layer around the stem? That's it? Well, I also aim for 3 millimeters up to 5 millimeters. À la Croix-Rouge, This is vous what we utilisez- learned from the hips. And, you know, there is, of course, a French paradox, but in my philosophy, we always use a cement mantle of about 3 up to 5 millimeters. So I would go for smaller stems and thinner stems. Ok. Pas de cement. Sébastien, dans la reprise, Ouais. est-ce qu'il y a une grande place pour le sentiment? Quelle est ta philosophie? Alors, personnellement, et là-dessus, on fait un peu différemment avec Elvire. Moi, j'utilise un cône au tibia systématique avec une tige courte cimentée. Donc, ça combine le sens-ciment avec le cône et une tige courte cimentée. Je mets plus de tige longue cimentée. Il y a des données là maintenant dans la littérature à 15 ans hein, quand même avec les cônes qui sont très très favorables. Donc j'ai basculé vers cône systématique au tibia, tige courte cimentée. Au fémur par contre, ça dépend de la qualité osseuse, mais j'hésite pas beaucoup à mettre un cône également. Et au tibia, c'est 100%. Ok. Elvire, ta philosophie est différente du coup. Moi, je cimente tout dans les reprises, mais c'est surtout que les cônes, c'est vrai que ça tient bien, mais quand on les reprend, ces cônes, quand même, là, on change dans le, c'est de l'escalade après. Donc c'est pour ça que les cônes, moi, ça me fait peur par rapport aux reprises. Pour les enlever, ouais. Ah oui, pour les enlever, c'est inenlevable. Ça tient trop bien. Donc voilà. Bon. Il y a des trucs Et pour rebondir là-dessus, pour les enlever. Ouais, vas-y. Mais justement, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ces nouveaux revêtements des sentiments qui semblent très bien tenir, même sur la prothèse de première intention? Si on doit la reprendre, est-ce que ça peut être un souci ou pas pour vous? Pour l'instant, en première intention, moi, j'ai pas eu vraiment de souci avec l'acide, passer avec l'acide sous l'implant et d'arriver à l'enlever, même s'il n'est pas décédé sur le repas pour un autre problème. Non, parce qu'on a des outils maintenant aussi de reprise avec une scie pour pouvoir enlever l'implant de première intention sans trop de difficultés. Donc les pertes osseuses, on arrive quand même à les gérer relativement bien. Je crois que pour l'implant de chez Stryker, on peut justement scier les 4 plots, là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il faut une petite scie fine pour passer en dessous, comme Voilà. ce que dit Elvire. Exactement. Et tu scies les plots. Par contre, sur les rotules sans ciment, je pense que là par contre, la petite scie fine, c'est indispensable. Faut surtout pas y aller à l'ostéotome, parce que là, tu casses la rotule, hein, c'est sûr. Ouais, donc tu peux couper les plots, c'était ma question. Tu peux couper les plots de la rotule avec une petite scie fine. De la même façon, il faut absolument les scier. Oui. Ouais, d'accord. Mais ça, il me semble que tous les implants sur le marché sans ciment, on peut pas forcément tous les couper, ces plots. Enfin, il y en a qui sont plus difficiles à couper que d'autres. Donc, faut connaître en fonction de la prothèse. Ouais. Il y a une dernière question avant de clôturer ce webinaire, mais on en a un peu parlé, c'est la définition de la bonne ou mauvaise qualité osseuse et quelle valeur seuil on peut retenir si on fait une densité osseuse. Et ça, je ne sais pas si vous avez une idée là-dessus. Ou est-ce qu'on n'a aucune donnée? Si on écoute l'expérience de Michael pour les unis à plateau mobile, il semblerait que ça tolère très très bien.
Et je pense que, comme disait Elliot aussi, c'est dépend de chaque implant. Ce qui est sûr, c'est que si tu veux faire du sens-ciment sur une qualité osseuse moyenne, il faut vraiment avoir une bonne couverture cortique. Yeah. Si on sous-dimension, ce serait, on l'a déjà fait, il y a un risque d'enfoncement quand même précoce. Michael, you agree? It's good to have a perfect contact with the cortex if you use a Absolutely. cemented implant. Absolutely. You need to have a contact to the bone and to the cortex of the bone, and you need to have a perfect coverage. Absolutely, I agree with Sebastian. Bah écoutez, je pense qu'on finit à l'heure. On peut, sauf si vous avez une remarque, un dernier commentaire. Elliot, est-ce que tu as un dernier commentaire avant de clôturer ce webinaire? Non, pas mal de prothèses cimentées. Non, je plaisante. Non, peu importe. Non, très bien. Arrived safe. I'm safe. Yeah, you were Elvire, asking questions. That's incredible. Well done. Elvire, un dernier commentaire? Ah ben, un commentaire, venez nombreux le 24-26 septembre à Lyon pour ce magnifique congrès, voilà, dédié à la prothèse du genou. On va apprendre plein de choses. Donc, venez nombreux, inscrivez-vous dès maintenant. Michael, last comment? You will be there. Well, it was a wonderful webinar. Thanks for the invitation. It was great to hear you speaking. I'm not sure whether I understood everything, but most of the things, and I'm really happy to be part of the panel. So I'm looking forward to meet you all in person in Lyon in September. I'm really looking forward to it. Thank you, Michael. Sébastien? Bah écoute, t'as vu, on n'est pas d'accord sur tout, donc il va y avoir du débat. Ça va discuter, ça va être animé comme toujours, et c'est vrai qu'on se réjouit de recevoir tous nos collègues et tous nos amis à Lyon fin septembre. Voilà, venez, on vous attend. Merci beaucoup. Moi, je retiens que finalement, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Il faut personnaliser la chirurgie et probablement, il y a une place pour cimenter des patients et une place pour ne pas cimenter certains patients. Et c'est ça qu'on va travailler au cours de ces journées du genou pour donner plus de réponses. Et puis, on aura plus de réponses également dans le futur avec probablement le big data et toutes les études à venir. Je vous remercie. On se retrouve donc le 24 et 26 septembre 2026 pour les journées. Et on aura un prochain webinaire également, un dernier webinaire pour préparer ces journées. Je vous remercie. Bonne soirée à tous et merci aux participants. Merci aux orateurs. À très vite. À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Ciao.